Qui sont ces fixeurs qui aident les journalistes internationaux sur le terrain? Quel est leur rôle dans les reportages diffusés et à quels problèmes sont-ils confrontés lors de leur travail? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Oksana Leota. Elle travaille comme fixeuse depuis 2022. Oksana vient de publier son premier livre, en anglais, Fixers, Reporters Without Bylines. Fixeur, reporter sans mention, qu'il a coécrit avec un journaliste afghan, Mortaza Benboudi. Bonjour Oksana, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Notre audience te connaît déjà parce que nous avons déjà enregistré un podcast avec toi, encore en 2023, sur ton travail de fixeuse. Toi tu es fixeuse mais tu es aussi comédienne. T'as découvert ce job, ce travail de fixeur depuis 2022, c'est-à-dire depuis tout le début de la grande invasion russe. Et aujourd'hui, tu viens de publier tout un livre à ce sujet, un livre coécrit avec Mortaza Benboudi, si je me prononce bien, lui aussi fixeur et journaliste qui avait longuement travaillé à Afghanistan et aussi ailleurs. Le livre s'intitule, c'est un livre sorti à Paris, mais en anglais, il s'intitule Fixers, Reporters Without Bylines. En français, on aurait dit fixeurs, reporters sans mention. Et là, vous posez tous les deux toute la problématique, en fait, extrêmement importante de tous ces gens-là qui restent dans l'ombre de travail de reporter, mais qui jouent justement leur rôle de pont entre, d'un côté, les médias, souvent les médias internationaux, et les gens locaux, les gens qui sont dans le terrain, qui font la défense, qui souffrent de la guerre, etc., etc. Donc, ma première question à toi, pourquoi ce livre et pourquoi cette problématique, elle t'a paru suffisamment importante pour écrire tout un demi-livre, en fait, à ce sujet? Bonjour Tatiana, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de revenir ici. Alors, à vrai dire, c'était l'idée de Mortaza, c'était pas le mien. Un jour, il m'a appelé et il m'a dit « Bonjour Oksana, je suis Mortaza, Dorothée O'Leary, qui est une journaliste avec laquelle nous avons travaillé tous les deux. Lui en Afghanistan et moi en Ukraine, lui a donné mon numéro de téléphone. Et il m'a dit « Il faut qu'on écrive un livre sur les fixeurs. » J'ai dit « Mortaza, mais j'ai jamais écrit quelque chose de plus grand qu'un post sur Facebook. » Et il m'a dit « Tu verras, c'est pas très difficile. » Bon, c'était quand même pas si facile à la fin. Je pense que je n'ai jamais pensé écrire un livre. C'est vraiment Mortaza qui m'a... Quand on lit ce livre, on découvre toutes les problématiques en fait extrêmement importantes puisque l'Ukraine est en guerre depuis 2014 et le travail de fixeur, nous avons tous découvert ce mot bizarre de fixeur. On dit parfois... producteur local, c'est ça, ou local producer. Certains médias disent ça, mais souvent on dit fixeur. Et donc là, tu as écrit la moitié de ce livre en commençant par cette idée ce chapitre sur going to war, sur aller à la guerre, c'est-à-dire que tu décris comment du jour au lendemain, tout en te trouvant à l'étranger le jour de l'invasion russe, tu deviens tout d'un coup une fixeuse avant même d'être entrée en Ukraine, parce que c'était, je crois, encore à la frontière polonaise, que tu as dit oui à une journaliste française d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? C'était cette journaliste, Dorothée O'Leary, avec laquelle finalement Mortaza et moi, qui nous a réunis, Mortaza et moi, parce qu'elle a travaillé avec lui en Afghanistan, avec moi en Ukraine. Je ne sais toujours pas qui lui a donné mon numéro. Quelqu'un en France peut-être, qui me connaissait.
quand elle m'a appelée, j'étais dans une ville de Przemysl, en Pologne, en train d'attendre le train pour pour aller vers Lviv et puis Kyiv. Et je me rappelle quand elle m'a dit ce mot fixeuse, moi j'ai tout de suite pensé à quelqu'un comme plombier. Tu vois, quelqu'un qui répare ou peut-être un avocat. Je ne comprenais pas du tout de quoi elle me parlait, mais après, j'ai compris qu'elle parle français. Moi, je parle français. Je ne comprenais pas ce que j'allais faire quand je reviens en Ukraine parce que je n'avais aucun projet, je ne comprenais pas ce qui s'est passé en Ukraine et ce que je pourrais faire là-bas. Et comme ça a donné le cadre à ma vie. Je savais que une fois j'arrive en Ukraine, je prends une douche et je vais à l'hôtel où elle habite, à l'hôtel national. Ici, dans le quartier gouvernemental, d'ailleurs, Oui. pas loin de l'endroit où nous parlons aujourd'hui. Et alors, évidemment, donc c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, n'est-ce pas? C'est un métier qu'on peut apprendre sans avoir fait forcément de la formation particulière. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, le plus étonné, en fait, dans ce métier que tu devais faire? C'est vrai que beaucoup de journalistes locaux deviennent fixeurs. Moi, je n'ai pas de formation de journaliste. Je ne connaissais pas ce métier avant. Je ne comprenais pas les codes journalistiques, les règles de journalisme, rien. Mais les premiers... et Mortazin, au contraire, lui, il a ce réflexe de journalisme. C'est pour ça que nos discours sont légèrement différents dans ce livre. Lui, il parle beaucoup de points de vue d'un journaliste qui travaille comme fixeur et moi, juste de citoyenne ukrainienne, quelqu'un qui représente la population locale pendant la guerre et qui travaille pour donner l'information aux médias étrangers. Les premiers mois, je n'avais pas le temps de réfléchir parce que c'était si intense. Au début, quand les troupes russes étaient dans la région de Kyiv, puis Boutcha, Irpin, puis la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff, je pense que je n'ai jamais pensé. Et même jusque-là, avant d'écrire même ce livre, je n'avais pas pris le temps de réfléchir sur ce que j'exerçais comme métier. Parce que oui, c'est un métier, mais on ne peut pas avoir le diplôme de fixeur. Tu as raison, c'est quelque chose qui s'apprend comme ça, en se débrouillant, en cherchant les réponses aux questions qui apparaissent du jour au lendemain et auxquelles tu n'attendais jamais. Qu'est-ce qui m'a surpris ? Je ne sais pas. C'est la guerre qui m'a surpris. C'est pas le métier. Après, tu décris dans ton livre qu'il y a énormément de choses que tu dois faire. C'est pas uniquement, donc c'est la recherche de contact, c'est la traduction, mais c'est tout aussi bien le fait de booker des hôtels, le fait de t'occuper de tous les autres besoins absolument au quotidien de l'équipe. C'est aussi le travail à l'intérieur de l'équipe. C'est aussi faire ce pont entre celui que les journalistes interrogent et les journalistes eux-mêmes, parce qu'il y a toujours des questions, c'est la question de sensibilité. Tu écris ça dans ton deuxième chapitre, en fait, sur les questions éthiques, en fait, tout ça. Donc c'est un peu être quelqu'un à tout faire à la fois, et puis de gérer aussi un peu la sécurité, le chemin, même s'il y a le chauffeur, mais voilà, donc penser à 1000 choses à la fois. C'est vrai, et expliquer le contexte local aussi, beaucoup, parce que tu peux être un très bon journaliste, mais quand une situation de crise comme ça arrive dans le pays, avec ton œil extérieur, tu ne comprendras jamais tout ce qui se passe. Et sur certaines choses qui peuvent te paraître bizarres ou par rapport à ton contexte culturel très graves, ne le sont pas dans un autre contexte. C'est comme, moi je pense maintenant toujours aux questions de décolonisation, de russification, toutes ces questions que pour les Européennes c'est très compliqué de comprendre pourquoi nous voulons nous débarrasser des auteurs russes, parce que eux ils vivent dans un pays paisible, quand ils voient le mot Pouchkine, ils ne voient que son œuvre littéraire, tandis que pour nous, on voit complètement autre chose. On voit un instrument de propagande russe présent ici en Ukraine encore.
parfois. Donc toutes ces choses-là, c'est très compliqué parfois d'expliquer. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile, parce que j'aime bien organiser des choses, j'aime bien quand tout est carré, donc pour moi c'est pas très compliqué d'être bien organisé, j'aime bien aussi chercher l'information, j'aimais toujours lire, donc autant chercher l'information, lire les articles, puis en parler, c'est intéressant. Ce que je déteste, c'est annuler. Quand tu travailles avec les médias, il faut toujours annuler quelque chose. Et il faut toujours, quand je ne sais pas, les gens t'attendent quelque part, ils ont déjà tout préparé, enfin, il y a le rendez-vous et puis quelque chose se passe. Et parfois, ça peut arriver juste parce que je ne sais pas, tu as crevé le pneu sur le chemin à Donbass, mais parfois, c'est parce que les journalistes ne comprennent pas à quel point nous construisons nos relations, nous les fixeurs, avec les gens ici. C'est très facile pour eux de dire bon, je le veux plus, je veux plus cette interview, je veux plus ce tournage, moi ça m'intéresse plus. Mais et c'est vrai que c'est facile pour eux parce qu'ils ont jamais été en contact avec ces personnes. Mais pour moi personnellement, c'est toujours très compliqué de m'excuser, de dire pardon, excusez-moi, je suis désolée, le moment relationnel, le fait que c'est moi qui touche toujours la première aux émotions des gens, quand les personnes me parlent en ukrainien, le papa me raconte comment ses 2 enfants ont été tués dans le bombardement près de pont entre Romanivka et Irpin, c'est moi qui reçois tout ça et qui le traduit ensuite au journaliste, mais c'est quand même moi la première personne. Et quand les gens sont mécontents du reportage, c'est à moi qu'ils le disent. Quand les militaires voient que nous n'avons pas flouté quelque chose d'important, c'est à moi qu'ils le disent. C'est moi qu'ils menacent de m'enlever l'accréditation. Donc c'est un peu comme ça, être une éponge un peu entre les journalistes et leur travail, leur demande, leur valeurs, leurs principes et mon pays, mes gens autour de moi, la sécurité, la mienne, les gens autour de moi, de mon pays, les sensibilités du mon peuple, je pense que ça, c'est une des choses les plus difficiles dans ce métier. De ce métier. Et là, une autre chose que tu évoques dans ton livre, dans les pages de chapitres que tu avais rédigés pour ce livre Fixeur, tu parles beaucoup parce que tu as beaucoup travaillé avec les télés, avec les équipes de télévision, et tu parles beaucoup de cette mise en scène, en fait, quand tu dois demander à des gens de répéter la même chose parce qu'il faut filmer autrement, il faut avoir un angle, et à quel point c'est la problématique qui échappe aux journalistes, à quel point c'est difficile, par exemple, de demander quelqu'un qui était déjà traumatisé par telle ou autre expérience dramatique liée à la guerre, de raconter ça une fois de plus parce que lui, il a pris un mauvais angle et parce qu'il faut le refaire. Mais on n'est pas dans le cinéma, dans le théâtre, et toi, quand tu restes en contact direct avec des gens, des gens qui sont là et que tu les comprends aussi, non seulement comme journaliste, t'as pas cette neutralité, t'as pas ce regard neutre, t'as aussi un regard comme citoyenne qui est juste à côté d'eux. Il faut leur redemander il y a quand même cette différence entre la télé et la presse écrite que tu évoques aussi dans ton livre, n'est-ce pas? Oui. Avant, quand je regardais les reportages à la télé, en fait, je ne sais pas si tout est fait comme ça. J'ai l'impression que les codes maintenant des nouveaux médias à la télé, c'est en fait quand on regarde les actualités, j'ai l'impression que tous les sujets sont faits de cette manière-là. Avant, j'y pensais pas. Mais quand vous voyez les personnes, oui, qu'on les a filmées entrer la porte, fermer la porte, puis le grand plan, c'est vrai, vous devez comprendre, et c'est que moi j'ai compris qu'en fait cette personne, ce n'est pas un reportage documentaire purement dit où tout a été fait en un seul shot. Il y avait quelqu'un qui va demander à cette personne, mais là maintenant tu fermes la porte, moi je vais faire... Et tu rentres. Voilà, c'est ça. D'un côté, ça me dérangeait que ça se passe comme ça. Parce que c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène. Et une fois, je me rappelle, à Boutcha, le procureur avec lequel nous sommes partis pour chercher les corps des civils, et les examiner, c'était le sujet fort en soi, mais il le faisait aussi. Maintenant, marchez et montrez avec votre doigt le sac de rations russes, il dit. Et si, il était le russe.
il a fait 1-2 fois, et après il dit « Excusez-moi, je suis le procureur. Je ne vais pas le faire. » Et moi, j'étais contente, parce que je me dis « Mais débrouillez-vous pour avoir des beaux plans sans faire marcher le procureur une fois au côté de corps, puis de l'autre côté, puis pardon. Ça me... Donc parfois, ce n'est même pas toujours que la question de retraumatisation, mais en général de fait que moi je suis un peu déçue de voir comment le documentaire sont faits, parce que voilà. Et sont faits de la manière d'être construit, en fait. Construit parce qu'il faut montrer telle ou autre chose, telle autre séquence. Et évidemment, dans le contexte de la vie qui est quand ce sont des gens qui ne sont pas des comédiens, ce sont des gens sérieux, procureurs ou bien victimes de la guerre. N'importe, quand tu redemandes à des gens de refaire des choses, donc tu as ce sentiment de l'artificiel, de la construction en fait qui était faite pour cette séquence virtuelle. Et après il y a des coupes. Ce que tu évoques dans ton livre, cette histoire de chien, c'est ça qui était coupé Oui. de la séquence. Pourquoi ? C'est pas un chien, c'est toujours la question des animaux, la question qui se pose toujours, enfin souvent avec les journalistes. J'ai l'impression que cette guerre a montré que les Ukrainiens ont beaucoup de pitié, de compassion envers les animaux. Les animaux enfermés dans les appartements les premiers mois, tous les humanitaires qui creusaient les murs pour leur donner à manger, l'évacuation de la région de Kherson lorsque le barrage de Novokakhovka a été explosé. Enfin, partout, il y a les évacuations quand les gens sont évacués, ils amènent toujours leurs animaux, mais parfois même leurs chèvres. Je veux dire, le chien, les chats, mais parfois même leurs chèvres. Et souvent, quand on parle avec les gens, quand ils disent... il y avait ce monsieur qui a perdu les 2 enfants, il disait toujours « J'ai perdu ma femme, mon fils, ma fille et mes 2 chiens ». Il le disait toujours parce que pour lui, enfin je le vois, je le suis sur Facebook, il continue à le publier. Pour lui, c'était la perte de sa famille. Et chaque fois, les chiens étaient coupés des reportages parce que, comme m'a dit le journaliste, quand les humains meurent, on s'en fiche des chiens. Mais pour moi, c'est pas la question si tu t'en fiches des chiens ou pas, c'est que la personne a dit quelque chose et qu'il faut garder au moins sa phrase jusqu'à la fin, son idée, laissez-la exprimer. C'est 2 secondes dans le reportage, ce n'est pas grand-chose. Oui. Donc là et après, c'est ça. C'est comme irrespect par rapport à envie d'une personne à qui tu as posé les questions, tu ne la laisses pas répondre complètement. Oui, c'est comme une expérience formatée. C'est-à-dire que... Mais à la fois, on a quand même remarqué que ce sujet, en fait, de l'amour des Ukrainiens pour le chien, il a quand même percé dans les médias internationaux, par-ci, par-là. Donc il était là, on pouvait le constater sur le terrain, et évidemment dans d'autres. Et après, cette sensibilité, en fait, du public occidental envers les questions des animaux, il était quand même là. Peut-être pas dans toutes les équipes, comme tu as pu constater, mais ailleurs aussi. Il y a tout un chapitre que tu décris, en fait, sur les... En anglais, tu appelles ça les moral headaches. On dirait en français comment les maux de tête moraux. Les maux de tête, voilà. Comment, quels sont les maux de tête, en fait, quand tu es fixeuse sur la ligne du front et quand tu travailles avec les journalistes internationaux? C'est comprendre cette ligne de séparation entre ce que tu peux... jusqu'à où tu peux aller pour faire un bon reportage et où tu dois t'arrêter pour ne pas faire du mal à d'autres gens. Je pense que je fais partie d'un film documentaire maintenant sur les fixeurs. Ça fait 3 ans qu'ils me filment et j'ai compris à quel point être le personnage de reportage ou du film, c'est laisser quelqu'un envahir ton espace privé. Et je me demandais si un bon documentaire peut être pas intrusif, pas assez invasif. Mais je ne crois pas parce que de toute façon, tu dois être présente à côté d'une personne. Mais j'essaie... souvent, j'ai l'impression que les gens qui viennent ici comme ça pour travailler quelques jours, quelques semaines et puis partir, ils entrent dans l'espace privé de quelqu'un sans enlever les chaussures. Mmh. Et moi, j'essaie de faire d'une manière de dire, on arrive ici, enlevez vos chaussures.
et rester plus calme, parler aux gens. Parfois, certains journalistes me disaient « Allez, on s'en va, vite. On a fait le travail, on y va. » Mais je reste avec des personnes, je leur donne parfois mon numéro de téléphone, je prends le sien. Enfin, je demande par quoi je peux aider si leur histoire m'a touchée et si je sais que je peux faire quelque chose pour eux. Et ça, je pense qu'au début de mon travail, en 2022, j'étais peut-être plus je suivais les journalistes plus, je leur faisais moins la tête. Quand ils me disaient de faire quelque chose, je le faisais. Mais avec du temps, quand j'ai compris déjà quel était mon rôle, je me suis arrêtée, je me dis non, mais en fait, non, je vais... Si j'ai besoin de finir ma phrase avec cette personne, je vais le faire. Je me rappelle la dernière fois, une journaliste m'a dit « Allez, Oksana, je sais que tu veux sauver le monde, mais on y va, vite, vite, vite. » Ça dépend de chaque personne. Mais moi, j'essaye de garder mes points de repère moraux pour quand même pouvoir et travailler pour les journalistes, parce qu'il faut dire c'est eux qui me payent le salaire, donc je fais le travail pour eux. Faut pas oublier, je le fais pas pour je ne sais pas, c'est pas un travail volontaire, donc je travaille pour eux. Je dois leur je leur dois donner ce qu'ils me demandent, les services. Voilà. Mais de l'autre côté, j'essaye de garder mes repères moraux par rapport aux gens avec qui je travaille pour profiter de ce travail et pour aider quelqu'un pour ne pas trop retraumatiser des personnes, parce que de toute façon parfois tu ne sais même pas ce que tu les retraumatises. Parfois tu poses une question et tu ne sais pas dans quelle plaie tu as mis ton doigt mais voilà, mes mots de tête maintenant, c'est par rapport à quelques situations dans la vie quand je n'ai pas fait ce que je pensais être bien. Et du coup, je pense à ces gens toujours. Je me dis, est-ce que je crois que j'ai pas bien fait. Je crois que je ne devais pas faire ça, ceci ou cela. Et comme exemple, là, tu mentionnes dans des pages de ton livre, coécrit évidemment avec Mortaza, tu décris cette jeune famille des gens de Kiev, mari et femme, et leur enfant. Et là, c'est tout le début de la grande invasion, et vous avez filmé comment lui, il était dans la défense territoriale, et elle faisait la cuisine. Et donc là, vous étiez évidemment très, très attentif aux détails pour pas révéler justement l'emplacement, parce que ça pourrait être extrêmement dangereux pour eux, parce que elle faisait de la cuisine avec d'autres pour la défense territoriale. Évidemment, il y avait cette ambiance un peu paranoïaque, en fait, comme il est toujours là pour la question de sécurité, parce que les Russes étaient tout à côté. Et comme dans la séquence visuelle, finalement, t'as oublié quelque chose. C'était quoi? C'était le numéro? C'était le numéro de boîte postale. Ouais. Et le nom de la poste, c'est le numéro de Novopochta, en fait. Et là, t'as mis, littéralement, ça veut dire que, sans le vouloir, donc cette séquence visuelle les mettait en danger. J'ai révélé le lieu où ils étaient. Enfin, nous avons révélé, mais moi, je pense que j'étais... Moi, j'étais celle qui devait être plus attentif en regardant ces images, parce qu'il a fallu juste flouter un tout petit truc, mais je ne l'ai pas vu. Imaginez, tu regardes la séquence, tu regardes bien les angles pour que rien n'est visible, et tout un petit numéro sur une boîte postale, c'est compliqué de le remarquer. Mais je me rappelle que cette femme, quand elle m'a appelée, elle m'a dit: tous les voisins sont contre moi à cause de vous. Je me sentis très coupable. Et en même temps, tu ne peux plus rien faire. Ça a été diffusé à la télé. Tout s'est bien passé avec ces personnes. Oui, tu expliques que tu as resté en contact pendant des semaines, des mois après avec ces gens-là pour t'assurer justement que rien ne leur est arrivé, c'est ça? Oui, mais je ne pouvais rien faire si quelque chose leur est arrivé. C'était juste les scrupules de conscience. Mais... voilà, au moins, ça m'a appris d'être très, très attentif sur les détails concernant la sécurité. Mm-hmm.
Il y a un autre aspect tout à fait intéressant et important de ton livre, parce que tu poses avec Mortaza cette question qui est là pour à la poser en fait, parce que le titre s'intitule Les reportants sans mention, et c'est que en fait derrière toute équipe internationale, il y a toujours un fixeur, une fixeuse, quelqu'un qui aide. Il est souvent, ou elle est souvent invisible dans le produit final, dans un reportage ou bien dans un texte. Et tu abordes cette question-là. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur toute cette problématique ? Je pense que ça a beaucoup changé pour de mieux durant ces années. Si en 2022-2023, j'étais très peu mentionnée dans les reportages et jamais dans la presse écrite. Ça change. Maintenant, certains journalistes, je me rappelle que l'année 2024, un journaliste m'a mis comme co-auteur parce qu'il n'y avait que lui et moi qui ont réalisé le documentaire sur l'agriculture. En fait, il n'y avait que 2 personnes, lui à la caméra. Et je lui ai rien demandé, mais il m'a dit documentaire fait par Vladimir Vassak et Oksana Leuta. J'étais comme, oh, j'étais surprise. Pareil, en 2022 et 2023, je n'ai jamais pensé à ça. Parce que je ne jamais pensé à mes droits d'auteur ou à ce que j'avais l'impression que je fais ce que je peux faire pour informer le monde de ce qui se passe en Ukraine. Et c'était autre chose pour Mortaza parce que lui était journaliste professionnel et moi, je ne l'étais pas. Donc cette question, je ne me l'ai jamais posée. Mais ensuite, de plus en plus de collègues ont commencé à parler autour de moi. Oui, j'ai fait toutes les recherches, je suis allée, j'ai tout envoyé à la journaliste, elle a signé l'article, mais moi, elle m'a même pas mentionné. Je me dis, pourquoi tu veux qu'on te mentionne ? Et avec du temps, j'ai commencé à réfléchir, mais en fait, c'est injuste. Oui. Et j'ai commencé à en parler avec les médias et certains me disaient « Ouais, tu sais, nos chefs nous ont dit c'est parce que quatre prénoms, c'est trop long à dire. Non, mais c'est n'importe quoi. Après 3, c'est trop long, après c'est... Non, c'est ça. Et de plus, j'en parlais autour de moi et avec les journalistes, le plus ça a changé. Et je crois que maintenant, dans toutes les équipes de télé, au moins pas dans le reportage, quand ils disent reportage réalisé par, ils disent pas mon prénom, mais au début, avant le reportage, ils disent fait en Ukraine par celui-ci, celui-là et Oksana Leuta. Donc je vois que ça change. Et j'ai l'impression, quand j'écoute mes collègues, que ça change de plus en plus pour du bien, pour nous mentionner. Donc les fixeurs, en fin de compte, deviennent de plus en plus visibles par rapport à la situation il y a quelques années, ce qui peut être absolument légitime parce que c'est un travail d'équipe et donc il ne s'agit pas seulement de traduire ou téléphoner pour fixer les rendez-vous. Souvent, il s'agit aussi de proposer des idées, n'est-ce pas, de reportage, ce qui était vrai pour toi, ce qui était vrai aussi pour Mortaza, de proposer les angles, la problématique. Souvent pour les journalistes qui ne sont pas forcément les habitués de la région, il y a souvent des journalistes qui débarquent pour la première fois dans le pays, qui connaissent pas grand-chose et que là, le fixeur ou la fixeuse est celui ou celle qui, en fait, les oriente, qui leur propose des idées qui se filtrent, en fait, quelles idées sont légitimes, quelles idées sont pas intéressantes, etc., etc. Donc là, il y a un travail de sens aussi qui est souvent fait par des fixeurs, et voilà, qui est de plus en plus reconnu. Et donc ce livre, justement, il sert un peu, à mon sens, de jeter un peu de la lumière sur cette zone un peu grise, voilà, entre le reporter et la réalité. Elle sert aussi à montrer légèrement un autre point de vue sur le travail de médias. Il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il pense que toujours avec le reportage de journalistes, il faut publier le reportage de fixeurs parce que c'est un autre point de vue. Et une autre personne m'a dit que c'est pour les journalistes, futurs journalistes, pour les étudiants qui apprennent le journalisme, ce serait bien aussi de lire ce livre ou de parler avec les fixeurs, enfin de comprendre comment ce travail s'organise. Donc moi, j'aime bien
regarder les films sur l'envers de décor. Je ne sais pas, sur la création de quelque chose, la création de spectacle, la création... Et je pense que, en fait, ça doit être intéressant de voir un peu l'envers de reportages et comment ils sont faits. Voilà, le backstage, comme on dit, le backstage de tous les reportages, surtout quand on parle des vidéos, c'est-à-dire parce que là, tu fais cette action-là que j'ai déjà mentionnée, et tu mentionnes entre autres dans les pages de ton livre cette excellente journaliste qui a écrit pour Le Monde, Florence Aubenas, en lui proposant un journaliste exemplaire, en fait, qui, elle n'est pas dans la recherche de sensationnel et qui est justement dans la recherche de certaines profondeurs, échanges avec une certaine approche éthique aussi, si on peut dire comme ça, avec des locaux, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, tu as posé la question sur la différence entre la presse écrite et la presse et la télé, surtout la télé comme télé news, donc actualité. C'est que en travaillant avec Florence et bien d'autres médias écrits, tu n'es pas en rapidité et en pression. On peut prendre plusieurs semaines pour écrire quelque chose. Et ça change complètement le rapport avec les gens. Parce que tu ne dois pas leur dire « Allez, maintenant vous ouvrez votre plaie, vous me versez une larme et au revoir, ciao ». Tu peux passer du temps, tu peux ne pas produire quelque chose à la fin de la journée, mais réfléchir sur quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours. Et ça, c'est très important. Moi, j'aurais préféré que tous les reportages soient comme ça, mais c'est pas possible parce que nous on veut aussi savoir ce qui se passe tout de suite, des choses importantes qui se passent parce que maintenant. La rapidité de la vitesse. Mais la rapidité, ça veut dire aussi des erreurs inévitables. Mais c'est comme ça qu'est notre vie maintenant. Mm-hmm. Donc, on terminerait par, je te ferai raconter cette histoire qui a changé un peu ta vie aussi, parce que raconte-nous cette histoire du chat Liman, en fait, que t'as connu justement grâce à ton travail comme fixeuse dans la région de Kharkiv. Kharkiv. Nous sommes allés avec les journalistes de BFM TV filmer l'évacuation de 2 derniers enfants du village qui se trouve à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. C'est le village Strilech qui a été connu parce qu'il y avait un hôpital psychiatrique que lorsqu'il a été évacué a été bombardé par l'armée russe et plusieurs médecins et patients ont été tués. Et c'était le village apocalyptique, complètement détruit. Et il y avait beaucoup de chiens et de chats abandonnés, mais il y avait en particulier qu'un camp militaire a trouvé dans la boue et me l'a donné comme ça dans mes mains. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce geste, mais une fois que j'avais ce petit chat tout moche, tout gris, malade, que mes collègues ont appelé le pomme-crotte parce qu'il était pué dans toutes les voitures, hein, tellement il était odieux, je n'ai pas réussi à le reposer par terre. Du coup, je l'ai amené avec moi. Il a fait tout le voyage à Kramatorsk, à Liman, partout avec nous. Les hôtels aussi. Dans les hôtels, certains en cachette, les autres l'acceptaient. Malheureusement, depuis, l'hôtel à Kharkiv dans lequel on était est détruit. Le militaire qui me l'a donné est mort. Enfin, le chat est toujours là. Et nous, on pense qu'il a été un peu traumatisé par le blast parce qu'il est complètement calme quand il y a les bombardements massifs à Kiev et que mon cœur s'arrête. Lui, il regarde comme ça les interceptions de Shahed sans bouger de la fenêtre. Il est très zen. Il a cette expérience-là qui l'a changé, qui le fait très zen aujourd'hui quand il y a des bombardements. Bon, on souhaite évidemment longue vie à ton chat Liman que tu as adopté. Merci beaucoup, Oksana, pour cet entretien. Voilà. Et pour ce livre en anglais, paru à Paris, mais en anglais, Fixers, Reporters Without Bylines, Reporters sans mention, un livre coécrit avec Mortaza Baboudi et Oksana Liouta qui jette justement un peu de l'ombre sur ce métier très important de fixeuse, producteur, productrice locale pour des médias internationaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Oksana Liouta.
qui travaille comme fixeuse depuis 2022. Oksana vient de publier son premier livre, Fixeur, reporter sans mission, qu'il a coécrit avec un journaliste afghan, Mortaza Beboudi. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.